Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo où on va faire une espèce de preview du Sony ZV-E1. Donc si vous avez l'habitude de ce format de vidéo, je vais aller dans les spécifications du ZV-E1 pour voir ce qu'il a d'intéressant. Mais de prime abord, ce qui va être intéressant, c'est que on a les éléments qu'on avait dans le Sony A7S III, dans un boîtier plus petit, avec un écran qui s'oriente comme le Sony A7S III, et avec très peu de choses qui se différencient de celui-ci. Donc comme il est plus petit, il y aura des chances que la surchauffe soit beaucoup plus importante sur le boîtier, mais de manière générale, du coup, il tiendra moins longtemps. Mais comme c'est un appareil photo, ou plutôt une caméra vlog, comme dit Sony, et en théorie, c'est pas fait pour tenir aussi longtemps. Qui dit Sony A7S III dit normalement jusqu'à 120 images par seconde en direct, hein, c'est ça qui est intéressant avec la A7S III et avec les Sony en général, comme le A1, c'est qu'on a vraiment 120 images par seconde qu'on peut ralentir. On n'a pas du ralenti direct de 120 images par seconde, bien qu'on puisse le faire dans le A7S III. Et là, on a quelque chose d'un petit peu plus modeste aussi, dans le sens où on n'aura qu'un seul port de carte SD, mais normalement, même le A7S III marche très très bien juste avec des SD. Il faudra juste avoir une SD V90 de bonne qualité, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul port, donc certains d'entre vous ne voudront directement pas acheter cet appareil photo, alors que si vous gardez une carte de bonne qualité et que vous en prenez soin et que vous n'allez pas la donner à n'importe qui, que vous la formatez pas dans n'importe quel ordi, voilà, il n'y aura pas de problème. Vous formatez juste à chaque fois que vous remettez la carte dans l'appareil photo. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec, et en termes de V90, j'ai tendance à conseiller les cartes de qualité comme les ProGrade ou surtout les Angelbird, parce que l'intérêt d'une Angelbird, c'est que c'est celle qui a la vitesse de base la plus élevée au-delà de la norme V90. À savoir que V90, ça veut dire que en vidéo, vous serez à un plancher de 90 MO par seconde, donc multiplié par 8 pour avoir le nombre de mégabits par seconde, et ce qui est plutôt pas mal. Mais la Angelbird, elle va jusqu'à 260 MO par seconde en plancher, donc il y a une différence de 20 MO par seconde par rapport à la vitesse maxi, hein, à savoir que faites attention, ne prenez jamais en compte, si vous faites de la vidéo et même de la photo, la vitesse maxi, mais plutôt la vitesse plancher comme le V90, et si c'est indiqué, la vitesse de base au-delà de V90. Par exemple, moi, ma Angelbird V90, elle m'est très utile sur mon Canon EOS R3. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous aimez toutes les vidéos de la chaîne, il y aura une vidéo sur le firmware qui va arriver, mais il faut que je le teste un petit peu sur ces deux fonctions. Il y en a une qui est déjà très prometteuse, donc à savoir l'option de filet. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça, juste pour dire que ça marche quand même très très bien avec une seule carte SD si vous en prenez soin. Et moi je préfère mieux investir dans une V90 de qualité plutôt que deux cartes médiocres pour faire de la redondance. Voilà, donc on va rentrer là-dessus. Je vais commencer par vous montrer les prix ici, là, parce que je suis en train d'enregistrer en même temps sur mon enregistreur externe l'ordinateur. Et donc voilà, on a le prix. Alors ce qui est dommage, c'est qu'aux États-Unis c'est autour des 2100 $, et comme d'habitude, je sais pas si Sony prend la guerre comme excuse en Ukraine ou d'autres choses, mais on passe de 2100 à 2699 €. Donc ça reste une option assez intéressante, mais je crois qu'il est beaucoup moins cher par exemple dans les autres pays que l'A7 IV. Donc c'est vraiment une option bien meilleure, surtout que pour l'instant il n'a pas le 120 images par seconde, il l'aura certainement dans le futur. Et pour rappel, on le verra sûrement dans les spécifications, le 120 images par seconde n'est pas en All Intra, il est toujours en H265, comment ça s'appelle déjà, XAVC HS, voilà. Puis voilà, donc là on est à 2699 €, et avec l'optique de kit que je trouve pas très intéressant pour une caméra vlog, donc le 28-60, il va être à 2999. Donc voilà, mais si vous voulez utiliser ça comme caméra pour filmer pour commencer, vous pouvez utiliser l'optique de kit qui sera intéressant, mais pas pour vous filmer, tout simplement. Donc maintenant, je vais aller sur le site Sony, voilà, et donc on a directement appareil vlog, plein format ZV-E1. Vos vlogs sans compromis, donc voilà, on a 4K 60p, 120p, voilà, avec une astérix parce que c'est pas encore là. On a le 422 10 bits, c'est ça l'intérêt d'avoir les options de la 7S III, et d'ailleurs même les mêmes options qu'on a dans la 7 IV. Sauf que ici, le 60p ne sera pas croppé, et comme je vous l'ai déjà dit, on aura éventuellement
le 120 images par seconde, donc je sais pas pourquoi c'est pas encore là, mais je vais pas faire des, comment dire ça, essayer d'imaginer pourquoi. Et donc on a aussi le processeur qui est intégré dans la 7R5, donc on a en termes de hardware tout ce qui est le plus récent sur n'importe quel Sony avec le capteur 12 millions de pixels de la 7S3, donc peu de rolling shutter, et donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Et donc je vais aller directement après dans les spécifications, hop, voilà, hop, spécifications techniques. Donc on va un peu rentrer dans le vif du sujet et voir si certaines choses qui sont nouvelles sont ici, sinon je vous en parlerai un petit peu après. Donc voilà, type E, 35 mm, plein format, 12 millions de pixels. Donc voilà, comme un capteur 12 millions de pixels, comme c'est du 3,5, lorsqu'on est en 16 neuvième, on passe à 10 millions de pixels. Donc c'est 2 millions de pixels de plus, pour rappel, que ce qu'on a besoin pour faire de la 4K, donc c'est légèrement oversamplé. Hop, on a plein de choses assez précises. Il peut faire des photos, mais c'est pas l'idéal. Même s'il a très peu de rolling shutter, donc vous pouvez quand même faire des photos sans problème avec. Moi, je faisais des photos avec mon A7S3 comment la carte SD, c'est pas un problème là-dessus. À savoir que moi, j'ai que des CF Express. Enfin, j'ai eu une CF Express de type A uniquement sur mon A7 IV et avant sur mon A7S3, j'en avais pas du tout. Puis voilà, donc on va avoir tout ce qu'on a disponible. Donc compression vidéo, donc on a le format XAVC-S standard qui existe depuis un moment, mais qui est en 10 bits depuis 4.2.2 depuis la 7S3. Hop, donc on a le oui, on a le SI et donc voilà, on a le format Lintra, le format compression H264 et le format compression H265, à savoir le XAVC HS, XAVC S et XAVC SI, comme dans tous les Sony modernes. Donc en termes de format d'enregistrement audio, ce sera du LPCM 2 canaux en 16 bits, parce que c'est du MP4 de base, sauf que lorsque vous mettez le XLR4M dessus, vous passez toujours sur du MP4, parce que normalement c'est le Move qui est en 24 bits, mais vous passez sur du 24 bits avec le XLR4M qui est adaptable sur cet appareil photo. Donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Donc voilà, quand on est en 4 canaux et même en 2 canaux, lorsqu'on est sur le XLR4M, on peut passer sur le 24 bits. Donc ce qui peut être intéressant pour avoir plus de latitude si votre audio n'est pas réglé correctement. Par exemple ici je suis en Move sur du ProRes. ProRes, c'est lequel? ProRes LT, voilà. Sur le XH2, et donc je suis directement en 24 bits, même si je passe juste par le jack de base, et j'ai mon micro qui est voilà, juste ici, donc ça me permet d'avoir une latitude, et là je crois que je suis un peu plus bas, je le mettrai avec en augmentant de 10, mais bon ça c'est pas grave. On s'en fiche un petit peu, donc les 24 bits ça peut être intéressant pour vous de ce côté là. Donc on a tous les formats ici, je vais pas forcément rentrer dans le détail, donc vous avez le nombre de mégabits par seconde qui est souvent plus faible que ce qu'on va avoir chez Fujifilm et Canon, sauf que ça rend ces appareils photo les plus faciles à utiliser, même en H265 sur n'importe quel ordi. Je fais de l'H265 4.2.2 10 bits avec mon A7 IV et j'ai aucun problème à faire sur Premiere, mettre mon lot et stabiliser derrière sans avoir à faire de rendu, donc c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Donc et puis ça se voit pas forcément, je trouve, le fait d'avoir moins de mégabits par seconde. Puis voilà, donc vous allez voir tout ce qu'il y a ici. On a pour l'instant 60p, donc 59,94. Donc pour la région, pour nos régions, on a 50p. Et puis voilà, donc on a tout ça ici. Je vous laisserai aller regarder. Donc HS, voilà. Et on n'a pas le 30p toujours ici, voilà. Et le 25. C'est ça qui est un petit peu embêtant. C'est que Sony n'a toujours pas mis le 25p et le 30p, donc 25p PAL et le 30p NTSC en format XAVC-HS. Donc vous serez contraint, si vous voulez de la vidéo compressée, d'avoir, enfin plus compressé, d'utiliser le XAVC-S si vous voulez avoir le 25 images par seconde, qui doit être ici, voilà. Donc on a le HD, et l'intérêt du HD sur ce capteur là, c'est que c'est oversamplé, donc ça doit être une des meilleures HD qui existent sur le marché si vous préférez faire de la HD au lieu du 4K, parce que vous trouvez ça trop gourmand et que vous n'avez pas un ordi qui est adapté à faire de la 4K. Et donc on a le XAVC SI,
Ah oui, c'est toujours un peu décrit bizarrement là-dedans. Voilà, SI 4K, il est là. Donc voilà, on a le format qui est le plus gros enfin, data rate. Donc avec 600 mégabits par seconde en 60p. Donc voilà, on a, genre ils ont rajouté, enfin ils ont mis un 0 derrière et ils se sont dit c'est le bon nombre de mégabits par seconde. Donc c'est là où vous aurez le all intra, le plus d'informations, chaque image, comment dire, ça prise indépendamment, donc aucun artefact lorsque vous aurez du mouvement. Et du coup, ce sera ce qui pèsera aussi le plus lourd. À savoir que ce qui est intéressant avec le XAVC-SI, c'est que c'est un codec cinéma. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'avoir de ProRes, typiquement, sur un Sony. Et c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Donc, on a un emplacement, comme je vous ai dit, UHS-1, UHS-2. Hop, mise au point hybride, blablabla. Donc, c'est système contraste et détection de phase. Donc, le meilleur qui existe. EV-6, donc, ce qui est plutôt correct chez Sony. Ce que je trouve pas forcément chez Canon, par exemple. Hop, on va aller plus loin. On n'a pas de viseur, évidemment. Écran LCD TFT. Donc c'est le même écran que sur la 7 IV, donc pas le meilleur. Pas celui qu'ils avaient mis sur les nouvelles versions de la 7R4 et de la 7R3. Et donc pas celui qu'on a par exemple sur la 7S3 non plus. Donc c'est pour gagner, je pense, pour vous permettre d'avoir un appareil photo qui est moins cher. Enfin un appareil photo, un appareil vlog vidéo. On a un mode haute résolution. Et ce qui va être intéressant, c'est que maintenant le Clear Image Zoom, donc que vous pouvez faire comme ça ici, et ben il va quand même conserver la détection des sujets, ce qu'on ne pouvait pas faire sur un A7S3. Donc vous pouvez avoir comment un semblant de crop 1.5, parce que normalement l'appareil photo ne peut pas faire de crop en 4K, mais vous avez un zoom numérique qui ne dégrade pas l'image jusqu'à 1,5, mais si vous passez au-dessus, ça dégradera l'image. Et du coup, et ben là, vous gardez la détection, alors qu'avant, c'était juste l'autofocus. À l'endroit où vous avez votre collimateur autofocus, qui est vraiment super intéressant sur l'appareil photo. Et en plus, si vous avez une optique PZ, par exemple le 1635, vous pouvez avoir le zoom du 1635, et après passer au-delà de 35 et zoomer numériquement. Donc c'est les meilleurs de ce côté-là chez Sony, et sans perte visible, vraiment. On perd légèrement du piqué, mais ça se voit pas vraiment au final. Il faut vraiment avoir un œil averti et connaître parfaitement l'appareil photo, l'appareil vidéo pour voir le problème de ce côté-là. Donc ce que j'avais pas dit, c'est qu'on n'a pas d'obturateur mécanique. Donc voilà, comme c'est indiqué ici. On a la stabilisation sur le capteur 5 axes. Hop, pardon. On a la stabilisation active qui a un nouveau mode qui est la stabilisation dynamique. Alors je m'aventurerai pas à indiquer le crop là-dessus parce qu'on a déjà un crop en active et je sais pas si le crop de 30%, c'est 30% au-dessus de la stabilisation active, ce qui le ferait plus apparaître comme de l'APS-C. Mais ça devient la meilleure stabilisation du marché, mais croppée. Donc en comparant par exemple à Panasonic, ce que va avoir Panasonic, c'est une très bonne stabilisation physique, mais donc quand vous allez sur du grand angle, vous avez ce qu'on appelle du wobbling, ça arrivera systématiquement. Donc il faut faire quand même attention lorsque vous filmez, mais on aura une certaine douceur et pas de crop dans l'image si on n'utilise pas la stabilisation électronique en plus sur le S5 Mark II, mais du coup là on a une meilleure stabilisation, mais il faut un crop bien plus élevé. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut, comment dire ça, avoir là-dessus pour avoir une bonne stabilisation. Donc les deux les deux ont des avantages et des inconvénients, mais voilà, Sony fait des efforts là-dessus, et c'est les meilleurs pour moi en termes d'évolution software pour améliorer la qualité d'image tout en extrapolant des pixels là où il n'y en a pas. Et c'est vraiment les leaders sur le domaine, et ça donne des modes qui sont quand même assez intéressants. Puis voilà, donc après qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc on a 10 images par seconde, donc typique des Sony de cette gamme-là. C'est encore un petit problème, donc c'est pas un appareil photo fait pour faire des photos, même si j'appelle ça un appareil photo. Donc voilà, ce sera pas un problème, mais Sony fait pas forcément d'efforts de ce côté-là. Mais c'est à savoir. J'essaie de voir s'il y a des choses encore intéressantes à dire sur le hardware ou sur les trucs dans le genre. Ah oui, il y a une chose intéressante, c'est que il me semble que maintenant, lorsque vous connectez l'ordi, pas à l'HDMI, mais via USB
sur un ordinateur, vous avez accès maintenant au 4K 30 images par seconde en webcam. Donc c'est vraiment une bonne évolution. Donc si vous voulez utiliser ça comme webcam de haute qualité, eh bien ça marchera vraiment très très bien. Encore un atout pour cet appareil. Par contre, il y a une chose que j'ai pas dit, le connecteur HDMI, c'est un type D, donc un micro D, donc pas le meilleur, et donc voilà, on a une évolution inverse par rapport à la 7S3 qui garde l'avantage de ce côté-là, et donc on n'aura sûrement pas de RAW qui sort de cette prise HDMI, ou si c'est possible, ce sera vraiment très compliqué. Moi je sais que sur le R3 c'est compliqué avec le micro D de pouvoir sortir correctement un signal. Hop, on a fonction contrôle via le smartphone, donc il doit avoir l'implémentation de la nouvelle, comment dire ça, de la nouvelle application, donc qui peut être potentiellement assez intéressante. Hop, résolution vidéo, voilà, diffusion USB, on a, hop, voilà, c'est ça. 4K, 30 images par seconde ou 25 images par seconde si on a un NTSC ou en PAL. Donc voilà, vous serez content de la prendre si vous voulez avoir une caméra qui permet de faire ça. On est en 16 bits, donc voilà, il faudra juste vous écouter lorsque vous enregistrez et juste bien régler votre son. De toute façon, si c'est du direct, vous êtes obligé d'avoir un bon son, vous direz tout de suite si c'est pas bien. Hop. Compensation, là. Donc, et ce qui va être intéressant aussi que j'ai pas dit, c'est contrairement au ZVE10, c'est qu'on aura la batterie NPF Z100, donc au-delà de la surchauffe, on aura une performance qui sera égale à ce qu'on a chez les autres Sony plein format, à savoir la 7 IV, la 7S3, le A1, la 7C, la 7 III, voilà. Et les A7R aussi. Depuis le 4, hop. Ou le 3 même. Le 3 avait déjà cette batterie-là. D'ailleurs, c'est le premier qui l'a inauguré. Donc voilà, on a enregistrement vidéo. Donc ils vous disent à peu près ce que ça fait. 95 minutes. Hop, et voilà. Chargement, ouais, type C. Donc on a la Power Delivery. Donc pour rappel là-dessus, je l'avais déjà testé sur la 7 IV. C'est du 5 watts. Attends. C'est du 3 volts 5 ampères ou l'inverse. Donc c'est, enfin, tout ça pour dire que les powerbanks Power Delivery de base marchent très très bien avec ça. Il faut juste 15 watts et ça suffit carrément. En général, ça charge sur 13 watts très facilement, mais c'est 15 watts la base, c'est 3 x 5 égale 15. Puis voilà. Donc la température de fonctionnement c'est normal, 0 à 40 degrés, et donc je crois qu'on a fini. Alors voilà, est-ce qu'ils vont parler des fonctions en plus? Voilà, on a un stabilisateur. Donc, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. On va avoir, en plus de cette stabilisation qui marche beaucoup mieux, la possibilité de recadrer dans l'image pour suivre un sujet. Alors, c'est pas encore parfait, ça fait un peu le même job que lorsque vous essayez de suivre, lorsque vous êtes sur Premiere ou dans votre logiciel comment dire ça, j'arrive pas à le dire, de montage pardon, et donc en fait ça suit le sujet, donc si le sujet bouge dans l'image, c'est pas forcément très efficace, hein, ça va le suivre, mais voilà, ça va avoir du mal. Par contre, si vous suivez, si vous voulez avoir un cadrage fixe sur un truc, par exemple quelqu'un qui court dans l'image, eh ben c'est très très bien pour stabiliser la personne, moyennant un crop, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Après on a des fonctions un peu gimmick, comme le fait de pouvoir mettre des barres noires en haut et en bas. Donc on passe au 2.35 il me semble. Voilà, 2.35. Sauf que c'est toujours du 16 neuvième, donc c'est pas du vrai 2.35, on reste à 3840 pixels de large, ce qui fait pas du 2.35 au final, ça fait pas du 17 neuvième, enfin ça fait pas ce qu'il faut, puisque normalement on devrait avoir un nombre de pixels plus élevé, même si c'est pas croppé, hein, bien évidemment. Le 16 neuvième, c'est juste que la convention veut que le 17 neuvième ce soit du 4096 de large, alors que c'est du 3840 lorsqu'on est sur de l'Ultra HD ou du 16 neuvième. Et donc voilà, on a, comme je vous l'ai dit, l'autofocus de la 7R5,
donc avec toutes les détections qui vont, et donc c'est le meilleur autofocus sur le marché aujourd'hui. C'était avant toujours plus fiable que ce que faisait Canon, mais maintenant avec l'intelligence artificielle, là, c'est même meilleur que les modes intelligents de chez Canon. Donc voilà, il y a tout qui est regroupé dans cette caméra pour avoir quelque chose de très intéressant pour filmer, et plus intéressant au final même que la 7S3, qui était le premier à inaugurer ce nouvel autofocus vraiment très très bon, qui est encore meilleur que celui de la 7 III. Sauf qu'à l'époque, il allait que jusqu'à F12, ça s'est amélioré, mais il y a quand même encore des limites. Là, lui, il aura beaucoup moins de limites, à savoir que ce qui est intéressant chez Sony, c'est qu'on peut faire l'autofocus jusqu'à F22, ce qui n'est pas le cas chez Canon, donc il n'y a pas besoin de filtre ND à part si vous voulez vraiment avoir une faible profondeur de champ. Donc voilà, ce sera toujours le meilleur autofocus qui existe, meilleur que Panasonic, forcément, que Canon, même qui est décrit comme très bon, mais moi, que même en ayant R3, je trouve moins bon et surtout moins efficace en vidéo. Et puis voilà, ah oui, le zoom, ce que je vous ai pas dit, c'est que le zoom numérique est activable directement via un rocker switch, donc un switch qui est sur ressort à la place du bouton on off qui est sur le côté ici, et donc vous pouvez zoomer et dézoomer à la fois le clear image zoom et votre zoom PZ si vous en avez un. Donc voilà, on a un micro comme sur le ZVE10 qui va avoir la possibilité d'enregistrer l'ambiant, l'avant et l'arrière. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous n'avez pas de micro sur vous, ce sera toujours meilleur bien évidemment d'avoir un micro directionnel ou n'importe quoi, ou même un micro Sony qui marche du coup là-dessus, comme le XLR K3M. Donc voilà, ce que j'avais à dire à peu près sur l'appareil photo. Oui, il a aussi l'interface des caméras comme la FX30, le A7R5. Donc en fait, on n'a plus les informations qui restent dans l'image là-dedans. Et on a aussi en plus quelque chose dont j'ai pas parlé. Donc on a ce menu là, comme qu'on peut voir ici, qui permet en fait d'afficher tout dans une tab tout ce qu'on a comme réglage, donc les slots 3, les ISO, le frame rate, donc le défilement, et donc ça permet de tout changer rapidement. Mais en plus, lorsqu'on est en prise de vue, on a enfin le mode Canon, on va dire ça, où on peut changer en direct, en tactile, l'ouverture, la vitesse et les ISO. Donc c'est vraiment très très bien. Sony évolue de ce côté-là. Par contre, il y a toujours ce truc où on ne peut pas avoir de 6K ou truc dans le genre. Et vous pourrez vous dire à quoi ça sert la 6K. Donc je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Mais j'attends quelque chose pour ça. Un appareil photo. Pour vous montrer. Mais c'est vrai que lorsqu'on veut faire de la 4K et qu'on veut avoir de la marge, c'est mieux d'avoir de la 6K. Par exemple pour faire certains effets ou un peu pouvoir faire du panning sans avoir de personnes qui vous suivent ou des choses dans le genre, c'est bien d'avoir de la 6K. Et par exemple, le cinéma, si vous voulez faire de la 4K, en général, on va prendre la dimension de dessus pour pouvoir, avoir de quoi justement régler les problèmes qu'on a à la prise de vue. Et puis voilà. Mais à part ça, Sony continue sur sa lancée, on les attend jamais sur des trucs, on attend à ce qu'ils fassent quelque chose, à savoir des nouveaux formats. Ils restent sur leur 4K qui reste très bonne, mais qu'en 16/9. Mais ils apportent assez de nouveautés pour que ça reste vraiment intéressant. Et moi, je trouve que cet appareil cet appareil vidéo est vraiment très intéressant. Est-ce que je vais m'en acheter un? Je pense pas, parce que ça n'obéit pas, moi, j'obéis pas aux contraintes, aux apports qu'offre cet appareil photo. Moi, j'essaye plus de travailler sur la définition. Donc peut-être que je reviendrai là-dessus plus tard, hein. Mais maintenant, je suis pas trop sur le nombre d'images par seconde, mais plutôt sur la qualité d'image et comment restituer un maximum avec ça. Mais il n'empêche que ce sera une très très bonne caméra, mais c'est pas forcément la caméra pour tout le monde, c'est juste ce que je voulais dire pour finir. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Voilà, j'ai été très vite pour une fois, j'ai mis que 25 minutes, donc c'est vraiment très bien. L'appareil photo est très bon, le seul problème que ça pose, c'est ça se compare avec le Sony A7S III, et celui-ci il va pas en sortir en méga forme. Alors il reste que en termes de hardware, le A7S III a des choses en plus, mais
celui-ci apporte quand même un meilleur autofocus et des possibilités d'IA que n'a pas la 7S3. Donc même si on lui mettait toute la partie zoom et tout ça, eh ben on n'aurait quand même pas la partie autofocus, donc celui-là reste supérieur dans certaines catégories. Certes, il surchauffera certainement assez rapidement ou des choses dans le genre, mais voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. Très très bonne caméra, très bonne évolution chez Sony, mais par contre, essayez de faire des firmware sur vos autres appareils photo, ça serait quand même un petit peu intéressant Sony. Et donc je vais vous laisser là-dessus et dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo de test ou d'annonce, voilà, ou sûrement sur ce firmware du R3, comme je vous l'indiquais dans la vidéo. Voilà, désolé. Hop.